Bonjour à tous, bienvenue dans les experts de Marrakech. Ça fait un petit temps que j'ai plus fait de podcast. Vous savez comment ça se passe, c'est la vie et le travail qui prend beaucoup de place. Mais là, je suis de retour avec un nouvel épisode. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que j'apprécie vraiment énormément. C'est Mouad. Mouad qui a son cabinet de conseil en droit des affaires. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui viennent sur les réseaux sociaux, sur mon TikTok et sur mon Instagram, qui me posent tout un tas de questions. Et à chaque fois, je vous le dis, les gars, je ne suis pas un expert. Mais je connais des experts et Mouad en fait partie. Et aujourd'hui, il va pouvoir répondre à toutes les questions qu'on se pose au niveau du droit des affaires et même aller au-delà. Bonjour à toi, Mouad. Bonjour Luigi, comment vas-tu? Très, très bien. Écoute, merci pour cette invitation, ça me fait plaisir d'être là. J'apprécie énormément ce que tu fais et je pense que la synergie, c'était le bon moment pour faire ce podcast, pour essayer d'échanger et de partager un maximum notre expertise et nos informations au public. Alors, moi, j'aimerais bien expliquer un contexte qui est très important pour moi. Vous savez que les personnes que j'invite, c'est des personnes que j'apprécie. Et en fait, ce qui m'a frappé dans le cabinet conseil en droit des affaires de Mouad, c'est que c'est un cabinet où quand on arrive sur les pages, sur les réseaux sociaux et autres, il communique et ça a tout le temps de la valeur ajoutée. Et c'est quelque chose qui est rare dans ce secteur d'activité où les gens n'ont pas cette notion de communiquer et encore moins de communiquer au même niveau que toi tu le fais. D'où t'es un peu venu cette manière de faire comment ça t'est venu? Parce que c'est très rare dans le milieu juridique d'avoir des personnes qui utilisent la communication à bon escient. D'accord, donc pour contextualiser, voilà, j'ai eu un parcours assez classique, université, j'étais en France, donc j'ai fait les universités françaises et j'ai travaillé dans des cabinets français, j'ai travaillé au Maroc dans des cabinets internationaux. Et voilà, on apprend à valoriser notre savoir et à le vendre. Sauf que lorsque j'ai créé mon propre cabinet, j'ai répondu à une problématique qui est que il faut vulgariser le droit des affaires. Parce que c'est souvent considéré comme quelque chose de très pointu, complexe, ce qui est le cas. Mais il faudrait quand même pouvoir le vulgariser un minimum pour que toute personne puisse avoir au moins un background et avoir un petit bagage lui permettant de naviguer un peu. Après, c'est sûr qu'il faut toujours avoir un expert avec soi, mais au moins comprendre et pouvoir échanger. Donc, c'est de là où m'est venue l'idée de communiquer. Parce qu'aujourd'hui, j'essaye au maximum de donner de la valeur ajoutée et d'éduquer l'auditorium pour pouvoir en faire une notion qui est accessible. Une information qui est accessible et qui permet justement aux entrepreneurs de pouvoir se lancer. Parce que le droit des affaires, ce n'est pas réservé aux grandes entreprises qui ont les moyens de se payer des honoraires d'avocat à 2000, 3000 dirhams de l'heure, mais c'est aussi un monde où il y a des petites entreprises et des moyennes entreprises qui essayent de faire leur place sur le marché et il faut quand même pouvoir les aider et leur donner un petit coup de pouce pour faire bouger les choses. Parce qu'on est surtout... C'est un mindset d'entrepreneur, de start-up. C'est-à-dire partager, donner pour récolter à la fin, pour pouvoir demander à la fin. C'est-à-dire qu'on essaye de... c'est du give back. Je donne parce que j'ai pris. On m'a appris, donc j'essaye de rendre. Exactement. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Moi, il y a un truc qui est tout le temps récurrent, une question et même un thème qui est tout le temps récurrent. C'est que moi, il y a des personnes que j'accompagne qui sont en Europe, particulièrement en Belgique et en France, qui sont des Marocains résidant à l'étranger pour la plupart et qui veulent quitter l'Europe pour revenir vivre ici au Maroc. Et donc, dans cette idée de retour au pays, il y a cette idée de je vais rentrer au pays, mais je vais lancer mon propre business. Et souvent, les gens me disent « Ah oui, j'ai envie de lancer un business dans ce secteur d'activité. » Et beaucoup, c'est de secteur d'activité. Enfin, beaucoup ont un business model où c'est « Je vais être installé au Maroc et j'aurai mes clients qui sont à l'étranger. » Et on entend souvent parler de déduction fiscale et autres. Est-ce que tu peux un peu nous clarifier ce droit ou pas que les personnes ont en montant une entreprise qui est basée au Maroc, mais avec une majorité des clients qui sont en dehors du Maroc? D'accord.
Donc, juridiquement, pour qualifier ce business model, c'est de l'offshoring de services. Donc, l'offshoring de services, c'est quoi? C'est un concept de prestation de services, mais pour des clients internationaux. Donc, cette prestation-là, elle a débuté et cette définition a été mise en place par le Code général des impôts lorsqu'on a eu les premiers centres d'appel au Maroc. Donc, c'était les premiers prestataires d'offshoring de services. Donc, l'outsourcing, donc les sociétés internationales sous-traitent cette partie-là de services clients. Généralement, c'est du service après-vente ou service client à des centres d'appel marocains. Donc, il y a eu un cadre juridique qui a été mis en place et fiscal qui fait que les sociétés étaient exonérées d'impôts pour les 5 premières années. Et elles n'étaient pas soumises à la TVA. Donc aujourd'hui, il y a un grand débat qui fait que est-ce que c'est toujours en place, oui ou non? Comment on peut qualifier une société d'offshoring de services et une société qui ne fait pas de l'offshoring de services? Donc là, c'est une interprétation juridique propre à chaque expert, mais on est tous d'accord sur le fait que lorsque on a une activité avec des sociétés étrangères et qu'on ne fait rentrer que de la devise sur les comptes marocains de sociétés, on est considéré comme faisant de l'offshoring de services. Donc à partir de ce moment-là, on est exonéré d'impôts pendant les 5 premières années. Ça, c'est une règle et on l'applique. C'est-à-dire que lorsque vous avez 100% de vos clients qui sont à l'étranger et que les paiements se font depuis l'étranger vers vos comptes marocains, vous êtes exonéré d'IS. Et je dis bien IS, l'impôt sur les sociétés, pendant les 5 premières années. Ensuite, vous serez assujetti à un impôt qui est plafonné et il est préférentiel. C'est justement pour encourager les gens à faire de l'offshoring de services et à faire rentrer de la devise étrangère au Maroc. Donc ça, c'est pour la partie offshoring de services. Et je sais que tu n'es pas le seul à être consulté pour ce genre de prestations, parce que bon nombre de personnes, surtout dans la tech aujourd'hui et dans le digital, ont ce modèle opératoire et ce business model de travailler depuis le Maroc avec des clients internationaux. Et aujourd'hui, le Maroc les encourage vivement à le faire avec une exonération fiscale et une facilitation des opérations bancaires internationales. Est-ce que c'est sous couvert d'engager du personnel marocain ou pas? Non, pas forcément. Il n'y a pas de condition d'emploi de personnel marocain à ce sujet. Justement, lorsque les primo-constitueurs de sociétés marocaines aujourd'hui ont un avantage avec l'ANAPEC, qui est l'administration chargée de l'emploi, et il y a un système qui permet d'être exonéré des charges patronales pour les 10 premiers salariés lorsqu'ils sont inscrits à l'ANAPEC. Pendant 3 ans. Pendant les 3 premières années, vous êtes exonéré des charges patronales. Ça vous permet justement d'embaucher sans avoir de charges patronales et de pouvoir payer à la fin du mois un salaire qui est le même que celui inscrit sur le contrat. Donc, on est sur la même base. Donc, en gros, pour les personnes, par exemple, qui sont en Belgique ou en France, pour faire simple, en gros, le brut, c'est le net, quoi. Exactement. Et c'est un avantage et c'est vraiment encourageant pour embaucher. On ne va pas se mentir que des fois, on se pose la question, j'ai un budget, je dis n'importe quoi, j'ai 120 000 dirhams par an à mettre pour un employé. Il faut que je calcule le brut, combien je vais payer de cotisations, les retenues à la source pour l'IR. Ce n'est pas forcément avantageux. Alors que lorsqu'on a cet avantage-là avec l'ANAPEC, ça facilite la décision et on a justement la possibilité d'embaucher des gens qui sont un peu plus seniors, qui ont un peu plus d'expérience, donc de la compétence. Parce qu'on ne va pas se mentir, pour le même salaire, si on peut embaucher quelqu'un d'un peu plus expérimenté, why not? Exactement. Parce que ça permet de faire bouger les choses. Et c'est là où, au fait, justement, par exemple, moi qui étais en Belgique, c'est là où, en tant qu'entrepreneur, quand il fallait réfléchir à engager des gens, et c'était des fois gênant, hein, parce qu'on se retrouve avec quelqu'un qui a un niveau excellent, on se dit, ah oui, lui, j'aimerais bien l'avoir. Et puis, quand il nous parle de ses exigences salariales, en fait, on est coincé parce qu'on n'a pas l'argent. Si la personne demande à être payée 2 500 ou 3 000 euros par mois, on doit sortir le double en réalité. Ouais. Et donc, c'est des personnes à qui on refuse, en fait, on dit, voilà, finalement, ça, on ne pourra pas bosser ensemble. Et
des personnes qui ne comprennent pas pourquoi. Et des fois, bon, en tant qu'être humain et en tant qu'homme, des fois, on a notre petit ego et notre petite gêne, mais souvent, dans 80% des cas, on devrait leur dire la vérité. Je ne t'engage pas parce que j'ai pas l'argent. Et au fait, c'est réellement ça. Et ça fait mal. Et donc, au fait, on engage des gens qui sont moins bons, pas parce qu'au fait, on n'a pas compris, c'est parce qu'il n'y a pas le cash pour engager un certain niveau. Oui, parce que je vais faire la comparaison entre la France et la Belgique et le Maroc. Aujourd'hui, au Maroc, un salarié, en termes de cotisation, il nous coûte 30% du salaire. Il ne coûte pas le double. C'est-à-dire que c'est déjà très avantageux. Après, moi, j'encourage à donner la chance aux jeunes, c'est vrai, mais à un certain niveau, parce qu'il faut quand même une certaine ossature, parce que je le vis aujourd'hui, et je pense que tu le vis également. On a besoin d'une ossature d'abord, avant de pouvoir donner la chance aux jeunes, parce que c'est bien de vouloir leur donner une chance, mais il faut quand même des gens qui tiennent la baraque, parce que sinon, ça ne se fait pas. Exactement. Parce que sinon, la société ne va pas avancer. Exactement. Et toi dans ton métier, est-ce que tu remarques, par exemple, que dans les nouvelles personnes qui arrivent, surtout de l'étranger, les MRE, est-ce qu'il y a une catégorie de société qui revient toujours? Ici, par exemple, à Marrakech, l'immobilier, c'est devenu quelque chose d'incroyable. Quels sont un peu les prérogatives pour ouvrir aujourd'hui une agence immobilière à Marrakech, par exemple? Écoute, aujourd'hui, on a quand même un vide juridique relatif à ce métier-là. Donc, il n'y a pas d'exigence particulière. Un auto-entrepreneur peut avoir une agence immobilière. Une société à responsabilité limitée peut être agence immobilière. C'est vrai que lors de l'incorporation de la société, on demande un minimum de diplôme. Je pense que c'est un bac ou un bac plus 2, mais sans réellement exiger une expérience ou une formation particulière dans ce domaine-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore un vide juridique qui est énorme et il y a un travail de fond à faire législatif pour justement cadrer, pour essayer de faire en sorte que ce domaine-là puisse prospérer et puisse avancer. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, c'est bien pour le moment, tout le monde peut le faire, donc on est tranquille. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de mal. C'est comme les comptables il y a quelques années. Les comptables, il y a quelques années, n'avaient pas besoin d'avoir un diplôme de comptabilité pour ouvrir une fiduciaire. Il y a beaucoup de fiduciaires, il y a 15 ans de ça, qui n'avaient pas de diplôme de comptable. Et elles pratiquaient la comptabilité, elles réalisaient des bilans, elles faisaient des suivis, des déclarations sans forcément avoir de diplôme. Et aujourd'hui? Et à un moment donné, l'État a sévi. Parce qu'il y a eu trop de problèmes. Donc l'État a sévi et a cadré. Donc elle leur a demandé d'aller passer un diplôme ou une formation pour pouvoir être comptable agréé. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu as encore beaucoup de fiduciaires, je n'ai pas envie de me les mettre à dos, qui pratiquent la comptabilité sans forcément être comptable agréé. Parce qu'il y a une accréditation maintenant étatique qui doit être obtenue. Il y a une grande différence entre la fiduciaire, le comptable agréé et l'expert comptable. C'est 3 niveaux. 3 niveaux de responsabilité. Exactement. Et de suivi et de plus-value. Ce qu'on avait dit lors de notre première école, c'était la plus-value. Aujourd'hui, j'ai des clients de France, des États-Unis, d'Australie et d'un peu partout dans le monde, même de Chine, qui me disent, nous, on ne cherche pas forcément l'économie sur les prestations. On cherche la plus-value. Qu'est-ce que tu apportes? Est-ce que ton expertise va nous permettre de gagner du temps et de l'argent? Si c'est le cas, on paye le prix. Parce qu'ils ont conscience de la valeur des choses. C'est vrai, moi, c'est un conseil que je donne à toute personne. Lorsque vous investissez votre argent, vous arrivez avec un projet de vie, vous arrivez avec un projet d'investissement, mais payez le conseil. Payez le conseil d'un expert. Parce que vous n'êtes pas à l'abri d'une surprise, d'une arnaque, d'un problème. Et ça, on en voit tous les jours. Malheureusement, ça existe. Et c'est pour ça qu'il y a des experts qui sont en place. Mais le problème, et c'est bien que tu aies parlé de ça au début, cette vision où tu sais que tu es dans un secteur d'activité avec des notions qui peuvent être complexes, mais que tu veux vraiment vulgariser ça. Aujourd'hui, les personnes, quand on leur dit, par exemple, je vais faire appel à un cabinet conseil en droit juridique, wow, ils se disent, wow.
Aujourd'hui, comment est-ce que toi, tu peux expliquer ce que tu fais et la plus-value que tu apportes dans ton travail? D'accord. Donc, nul n'est meilleur argument qu'un exemple. Donc, je vais te donner un exemple tout bête. J'ai eu un client qui est arrivé au Maroc, qui s'est lancé dans la sous-traitance d'un domaine qui était le câblage, la fibre optique. Il est arrivé au Maroc, il a ouvert sa société avec moi. Et il avait décidé, il s'est dit, bon, j'ai plus besoin des services de Moad, il m'a ouvert ma boîte, je vais me débrouiller tout seul. Sauf que il a signé des contrats, il a signé des engagements, il a investi de l'argent, il s'est endetté. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais il n'a pas forcément fait les vérifications d'usage, il n'a pas sécurisé ses contrats, il n'a pas mis en place des méthodes de paiement qui pouvaient lui garantir au moins sa solvabilité et sa survie. Il n'a pas été payé pendant 9 mois. Il a coulé. 200 000 euros partis en fumée. Ça, c'est le meilleur exemple. Et ça, c'est un exemple qui m'a marqué parce que je me disais que ça ne pouvait pas arriver aux petites entreprises, mais la réalité est là. La petite entreprise ou la moyenne entreprise est très fragile. Si on ne fait pas attention, on met vite la clé sur la porte, très rapidement. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un contentieux se déclenche et qu'il dure 6 mois, on est à court d'argent. Le plus gros challenge des petites entreprises, c'est quoi? C'est clairement ça. C'est la liquidité. C'est la liquidité. La liquidité, si tu lui enlèves sa liquidité, il paye comment? Son loyer, son personnel, ses fournisseurs. Comment il va se payer? Comment il paye ça? Mais c'est vraiment tellement ça parce que souvent, avec les petites et moyennes entreprises, et ben, moi je sais de quoi je parle parce que j'en fais partie, entre l'argent, donc la trésorerie, le vrai liquide qu'on a et l'argent qu'on devrait avoir, des fois il y a un gap moi des fois quand je regardais dans mes tableaux, je me disais, on me doit plus d'argent que ce que j'ai dans mon compte. Ça m'arrive même à moi. Et c'est affolant. Ah oui. C'est le plus gros challenge qu'on a. Le gouvernement fait des efforts monstrueux pour réduire les délais de paiement. Il y a des lois qui sont passées. Il y a des obligations maintenant pour les grandes entreprises de payer les prestataires, les petites entreprises à temps, pour justement faire bouger l'écosystème. Parce que, en fait, le cœur de l'écosystème marocain, c'est les petites entreprises et moyennes entreprises. Si elles coulent, les grosses entreprises ne pourront pas suivre. Elles ont besoin, c'est embriqué. Et à un moment donné, le gouvernement, parce qu'on avait un gros problème, a fait des efforts considérables à légiférer, nous a sorti des textes de loi et même la DGI, la Direction Générale des Impôts, a fait un effort là-dessus et a mis en place des obligations pour les grandes entreprises qui font plus de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires, de payer à temps, sous faute d'amende, sous faute de pénalité, justement pour essayer de combattre ce problème-là, ce fléau d'impayés pour les petites entreprises. C'est la base. Et donc, moi, je dis aujourd'hui, lorsque vous n'êtes pas conseillé, que vous y allez sans forcément être accompagné, pas forcément par un cabinet de conseil juridique, mais aussi par des experts comptables, par des professionnels, vous évitez. Moi, je dis, si je vous évite un contentieux, je vous garantis au moins une année d'activité en plus. Parce que le contentieux peut vous mettre à terre. Un contentieux, ça peut vous mettre à terre parce que vous n'avez pas forcément la liquidité pour suivre derrière. Si vous êtes en cessation de paiement avec un de vos clients et qu'il représente plus de 80% de votre chiffre d'affaires, qu'est-ce que vous faites après? Avec 20%, vous ne pouvez pas survivre. Vous survivrez peut-être 1 mois, 2 mois, le temps que vous vivotiez. Mais à un moment donné, c'est bon, on coule. Donc c'est pour ça, voilà la valeur ajoutée. Évitez le contentieux, évitez les blocages. Parce que ne serait-ce qu'un blocage au niveau de la banque, si vous n'êtes pas en conformité avec l'office d'échange, ça peut vous bloquer vos entrées d'argent pendant 4-5 mois. Vous n'avez pas les reins pour suivre. Une grande entreprise, elle a les reins, elle a le backup des banques. Elle a une ligne de crédit illimitée à 10-20 millions de dirhams. Donc, ils s'en foutent. Eux, ils ont déjà les reins solides.
Ça, c'est l'étape d'après. Mais l'étape la plus sensible, c'est le départ. C'est les 5-10 premières années. Lorsqu'on est encore en train de réfléchir à est-ce que j'ai assez de fonds de roulement pour faire suivre cette stratégie ou pas. C'est là où il faut sécuriser. C'est pas au moment où on a de la trésor et on est à l'aise financièrement. C'est vraiment au départ qu'il faut sécuriser. C'est là où on est le plus vulnérable. Donc c'est là où on a besoin vraiment d'être accompagné. Et on le voit, les anglo-saxons, moi je le dis, les anglo-saxons, ils ont ce mindset de conseil. J'accompagne des Anglais, des Américains, des Australiens, même des Chinois et des Japonais. Ils payent nos services avant de se lancer. Avant même de se lancer, ils nous consultent. Ils payent les consultations plein pot. Et ils se disent, ça vaut le coup. Au moins, on sait à quoi s'attendre et on connaît les process à suivre. On n'a pas de surprise. Parce que pour eux, surprise est égale perte de temps. Perte de temps est égale perte d'argent. Le jour où les entrepreneurs comprendront que leur temps vaut beaucoup plus que de l'argent, à ce moment-là, on verra une courbe de progression qui est autre. Et une progression qui sera plus exponentielle qu'aujourd'hui. Pour toi, c'est quoi les grosses erreurs que les gens qui ne se font pas accompagner font généralement, de manière un peu généraliste? Parce que c'est vrai que les entreprises ont chacune les secteurs d'activité ont chacun leur ADN, mais là, vraiment de manière globale, qu'est-ce que tu peux voir comme erreur? Vraiment, c'est Les erreurs fatales, moi je les vois, c'est déjà partir sans stratégie, sans avoir une stratégie bien déterminée et ne pas connaître le cadre juridique et fiscal. C'est déjà une grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'on va perdre son temps à découvrir la chose au moment X et c'est un peu trop tard. Il faut savoir où on met les pieds avant de commencer. Il faut avoir étudié la chose, il faut avoir bien déterminé son champ d'action, sa ligne directrice avant de commencer. Parce que si on attend d'être devant un mur pour essayer de chercher un autre chemin, c'est trop tard. On perd de l'argent, on perd du temps et on perd de l'énergie. Ouais, ça, c'est la première chose à faire. La deuxième, c'est ne pas sécuriser ses contrats. C'est se dire, ouais, non, mais c'est un contrat, peu importe. Vous savez, des fois, lorsque par exemple, on cherche à ramener une franchise au Maroc, on a des contrats de franchise. Si on ne lit pas ces contrats de franchise et qu'on ne les sécurise pas comme il faut, ben on peut se retrouver les bras croisés, les mains dans le dos. C'est-à-dire qu'il y aura des clauses qui vont faire en sorte que vous allez générer du chiffre, mais vous ne serez jamais profitable. Et c'est ce qu'on cherche tous, c'est la profitabilité. Moi, je m'en fous de faire 10 millions de chiffres d'affaires. Si je n'ai pas de bénéfice à la fin, ça sert à quoi? Donc, moi, il faut que je sois profitable. Donc, si j'ai des clauses qui m'empêchent d'être profitable, ça ne sert à rien je ne travaille pas pour les autres. Donc, sécuriser les contrats, c'est très important. Les gens négligent les contrats et à la fin se retrouvent coincés et en contentieux devant un avocat spécialisé dans le contentieux et il leur dit, écoutez, vous vous êtes engagés. La liberté contractuelle. Vous avez signé ça vous-même. Oui, mais on ne m'a pas dit. Et il faut faire les diligences qu'il faut. Il faut faire revoir le contrat. Il faut s'assurer que toutes les éventualités sont prises en compte. Qu'il n'y ait pas de vide. Un contrat, quand il est très bien écrit, c'est quand on n'a pas besoin de l'expliquer. Ça, c'est ce que me disait un mentor que j'ai eu il y a certaines années. Il me disait toujours, si j'ai besoin d'expliquer un contrat, c'est que je l'ai mal écrit. Il doit être tellement précis qu'on n'a pas besoin d'expliquer. C'est bon. Tu le lis, tu as tout compris. Si tu as besoin de te répéter, c'est que il y a un truc qui cloche. Vas-y, t'inquiète. Pardon. Donc, ça, c'est un point à prendre en compte. Et le troisième point, c'est les gens qui commencent leur investissement sans pour autant se conformer à la réglementation. Ça, c'est une erreur fatale. Oui, non, mais je peux faire ci, c'est pas grave. Non. S'il y a un cadre légal, il faut le suivre. Si on ne le suit pas, il y a des répercussions derrière et il ne faut pas se plaindre. Donc voilà, ça, c'est surtout un point que je vois de plus en plus chez des personnes qui se disent oui, non, mais c'est le Maroc, ça va, on va s'arranger. Non. C'est fini. Non. C'est même pas fini. Il y en a 10 qui passent, il y en a un qui va payer. Même avant, il y en avait 10 qui passaient et il y en avait un qui payait pour tout le monde. Donc, pour ne pas être cette personne-là, il fallait éviter, il fallait se conformer. Encore aujourd'hui,
Il faut se conformer. Il y a des règles, elles sont là pour vous protéger et faire en sorte que vous puissiez prospérer. Si vous n'êtes pas en compliance, ben, à un moment donné, vous ne pouvez pas vous plaindre. Parce qu'il y a des gens, ils minimisent certains aspects du droit des affaires, par exemple la propriété intellectuelle. Il y a des gens qui n'ont pas enregistré leur marque. Ben, ils se sont fait copier. Et qu'est-ce que vous allez dire? Ah non, c'est le Maroc. Non. Ben, il y a des règles, il y a des lois. Tu les respectes. Euh, les données personnelles, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore dans le jargon marocain de droit des affaires. C'est pas encore. RGPD? Oui. Ben, on a une commission nationale qui est en train de mettre des amendes à tout le monde. Et c'est leur travail de protéger les données personnelles. Donc si on n'est pas en conformité, on se prend une amende directe. Du style, tu as un cabinet dentaire, par exemple, ou un cabinet médical. Tout ce que tu reçois comme information. Eux, c'est pire parce que le secteur médical, il est considéré comme données sensibles. Ça, c'est encore plus important. Il faut une autorisation, il faut savoir où est-ce qu'on traite, où est-ce qu'on stocke les données, il faut qu'elles soient stockées au Maroc. Si on les stocke à l'étranger, il faut une autorisation spéciale, il faut une certification des serveurs qui stockent ces données. Il y a beaucoup de choses à faire. Parce que collecter des données, c'est bien facile. Mais à un moment donné, si vous avez, si vous vous faites voler vos données ou s'il y a une intrusion malveillante sur votre serveur qui n'est pas sécurisé, c'est votre responsabilité. Et les gens, tant que ça ne leur arrive pas, ils ne prennent pas conscience que c'est grave. Tant qu'ils ne se prennent pas un procès, ils ne se disent, bon, bah, c'est pas grave, ça c'est juste une procédure en plus. Ben non, la data aujourd'hui, c'est le pétrole d'il y a 20 ans. C'est exactement ça. Et en plus, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont dans le digital. Et moi, je dis un peu des entreprises qui sont dans le digital ici et qui créent même des solutions qui sont vraiment des solutions made in Maroc pour le Maroc, mais aussi qui s'exportent, qui sont un peu des acteurs là, qui gardent la souveraineté numérique du pays. Eux aussi, ils sont face à des règles, des fois, qu'ils oublient. Ils sont ici. On applique facilement justement le RGPD pour des entreprises qui sont à l'extérieur, mais on oublie qu'ici aussi en interne, il faut... Oui, il y a une loi, il y a un cadre, il faut le respecter. Et si on ne le respecte pas, on prend l'exemple de Maroc Télécom, le géant de la télécom marocaine, il s'est pris, je pense, trois amendes en l'espace de quelques années. Et c'est pas des amendes, c'est du 30 millions de dirhams et plus. Donc c'est de gros trucs, on ne rigole pas avec les données personnelles au Maroc. C'est-à-dire que c'est devenu tellement sensible que même maintenant, ils sont en train de légiférer sur l'IA. Ils veulent donner un cadre juridique à l'intelligence artificielle qui utilise les données personnelles. Parce que voilà, c'est un sujet d'actualité aujourd'hui. Et tous les pays du monde se sont mis d'accord. On est signataire d'un traité international sur la protection des données personnelles. Et aujourd'hui, le Maroc veut protéger les données de ses citoyens. Et c'est honorable. Mais il faut se conformer. Donc, toute personne qui collecte des données, qui est une entreprise qui collecte des données, qu'elle soit sensible aux yeux de la loi, donc dans le médical, la sécurité, l'informatique, ou dans des domaines non sensibles, il faut soit notifier, soit prendre une autorisation. Donc, ce sont des procédures, il y a un cadre légal, il y a une commission à Rabat qui, justement, gère ça. Et ils ont des numéros, vous pouvez les appeler et les contacter pour justement prendre ces informations-là. Et si vous avez besoin d'experts, n'hésitez pas, parce qu'à un moment donné, ça serait fâcheux de se prendre une amende pour rien. Parce que même les centres d'appel, ils sont soumis à ces obligations-là. Tout ce qui est e-commerce, digital, tout ce qui est collecte de données, là où vous allez collecter la donnée de vos clients, il faut se conformer aux obligations. Tu parlais de e-commerce. C'est aussi un secteur qui commence à être de plus en plus... moi, je reçois tout le temps ce genre de demande. Oui, est-ce que je peux lancer une société de e-commerce à partir du Maroc? Là, j'ai rencontré quelqu'un, un jeune homme, un Français, un Marocain, un Français d'origine marocaine, qui avait un grand e-commerce à Paris. Je ne vais pas citer son nom, mais qui l'a vendu à des Américains. Il est revenu au Maroc. Et là, il est en train de lancer un e-commerce pour le Maroc. Est-ce qu'il y a un cadre juridique particulier ou des choses vraiment, des garde-fous à avoir quand on veut se lancer dans le e-commerce au Maroc pour vendre à des Marocains? D'accord. Donc le e-commerce, il va mélanger plusieurs branches du droit. Donc on a la première qui est la loi sur la protection du consommateur. Donc on a une loi qui protège le consommateur marocain.
qu'on ne peut pas lui vendre n'importe quoi. Et il a des délais de rétractation et des délais de réflexion comme les lois françaises et européennes. Ça, c'est une première chose qu'il faut respecter. Donc, lorsqu'on fait un site de e-commerce, lorsqu'on vend en ligne, il y a des conditions générales de vente à mettre en place. Il y a une charte de données personnelles, encore une fois, qui va venir gréver le site Internet. Et il y a des conditions générales d'utilisation. Donc ça, ce sont les essentiels pour le site. Après, on a la fintech, tout ce qui est gateway de paiement, moyen de paiement, moyen de collecte d'argent. Ça, il faut sécuriser son contrat avec le prestataire. Le marché est en train de s'ouvrir. Donc avant, il y avait un seul acteur. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. C'était Avant, CMI. CMI. Maintenant, la CMI s'est retirée du secteur et a laissé place à plusieurs acteurs qui sont en train de se développer et qui proposent des solutions de paiement en ligne 100% marocains. Parce qu'il y a une rumeur qui court que voilà, au Maroc, on ne peut pas se faire payer en ligne. Ben non. Aujourd'hui, il y a des solutions qui proposent, comme Naps, comme HPS, qui proposent ces solutions-là et qui proposent un paiement en ligne. Donc, on a la possibilité d'avoir un site de e-commerce sécurisé qui nous permet de prendre des commandes et de prendre des paiements en ligne. C'est top. Un autre domaine où on ne sait pas si les lois sont d'application ou pas. Tu sais, ici on est à Marrakech, la location courte durée, moi j'en ai payé les frais. Hein. De deux manières. Premièrement, en arrivant, à un moment donné, je me suis dit, je vais faire mon petit truc de location courte durée. J'avais un appartement sur M Avenue, un appartement à Targa, un petit riad là dans la Palmeraie et une villa route de Fès à Bab Atlas. Et très vite, je me suis rendu compte que, oui, il y avait un cadre juridique et je me souviens, je devais aller tous les jours à la wilaya, par exemple, quand il y avait quelqu'un, comme les hôtels, au fait, hein, aller déposer le nom et autres. Et les gens me disaient, mais t'es pas obligé de faire ça. Et en fait, on ne savait pas qu'est-ce qui était réellement d'application. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut ouvrir sa conciergerie Airbnb, à quoi il doit faire attention? Parce qu'on entend qu'il y a des lois. Est-ce que c'est d'application? On ne sait plus trop sur quel pied danser à ce niveau-là. D'accord. Donc, au niveau de la location courte durée, il y a une loi qui est dans les pipes actuellement. Elle n'est pas encore sortie, elle n'est pas encore d'application. Au jour où on parle, au jour où on publiera ce podcast, je ne sais pas, je ne peux pas m'engager là-dessus. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des lois avant ça. Parce que la location courte durée, elle est régie par des textes de loi qui ne sont pas très spécifiques à ce domaine-là, mais qui sont généralisés, c'est du droit commun. Donc, première des choses, moi, ce que je dis toujours, c'est faire attention au code pénal. Parce qu'on a un code pénal qui dit que on ne peut pas permettre à deux Marocains non mariés d'être sur le même toit. Ça, c'est la première règle, c'est la pire. Celle qu'il faut mettre en priorité et surligner. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est il faut déclarer. Pourquoi déclarer? Parce que automatiquement, comme tu faisais, tu allais à la wilaya, tu n'es pas forcément obligé d'aller tous les jours, mais de garder un registre qui va justement... et tu dois déclarer que tu fais cette activité-là à la wilaya justement pour te protéger en cas de problème. C'est-à-dire qu'on a vu des gens se retrouver en prison parce qu'il y a eu un mort dans leur appartement, tout simplement. Donc, il faut toujours contractualiser. La personne qui va venir louer doit signer un contrat parce que le contrat Airbnb ne suffit pas. Il n'est pas conforme à la législation marocaine. Donc, il faut un contrat de location courte durée signé par les personnes qui occupent l'appartement. Il faut qu'il soit étranger, soit marié. Comme ça, la règle pénale ne s'applique pas, on n'a pas de problème. Et pour si c'est un MRE qui a une carte... MRE, il est assujetti. Étranger non MRE, c'est-à-dire qui n'a pas la carte, qui n'est pas d'origine arabe, musulman, qui n'a pas une, même on peut être marocain résident étranger ou je ne sais pas, algérien ou tunisien ou égyptien habitant à l'étranger, la règle s'applique au Maroc. Cette règle-là s'applique à toutes les personnes qui viennent d'un pays musulman, parce que c'est une loi qui est issue du droit islamique. Exactement. Donc, c'est pas permis. Par contre, français,
Belges, Américains. Là, on ne parle pas, c'est leurs affaires. Mais nous, sous le territoire marocain, il faut respecter cette loi. Et le Marocain qui n'a pas sa carte marocaine, mais qui a son passeport français. Tant qu'il est marocain, tant qu'il s'appelle Tu t'appelles, oui. X, Y, bien. Z, on est Voilà. bien d'accord. Cette règle s'applique. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. Le contrat, s'il est musulman ou pas, déclarer, et bien entendu, déclarer les profits. Ça, c'est sûr. Parce que le jour où on te fait un redressement fiscal par rapport aux revenus que tu as issus de tes biens immobiliers, ils vont te comptabiliser le maximum. Je préfère, moi, directement déclarer mes revenus, au lieu d'attendre un redressement fiscal qui va tomber un jour ou l'autre. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, la Direction générale des impôts, elle utilise l'intelligence artificielle pour repérer les mauvais payeurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris l'an dernier aux assises fiscales, et j'étais un peu surpris, parce que c'est quand même une avancée qui est énorme. Donc, on a une intelligence artificielle qui fait augure de gendarme fiscal et qui va repérer les mauvais payeurs. Donc, aujourd'hui, je préfère de loin conseiller mes clients et leur dire, bon, vous voulez une conciergerie, créez une société. Au moins, vous n'êtes pas assujetti à l'IR, vous êtes assujetti à l'IS. C'est beaucoup plus intéressant de payer 17,5% ou 20% plutôt que de 37%. Moi, je leur dis toujours. Après, si vous voulez rien payer, roulette russe. Le jour où vous vous faites attraper, là, vous allez payer ce que vous devez, ce que vous deviez il y a quelques années. Exactement. Donc, vaut mieux toujours se conformer. Parce qu'on est dans un pays où il y a de l'opportunité. Les gens quittent l'Europe parce qu'il n'y a plus d'opportunité. Parce que pour 10 euros gagnés, on paye 7 euros à l'État ou 8 euros. Aujourd'hui, au Maroc, pour 10 euros gagnés, vous payez 2,50 euros ou 3 euros. C'est beaucoup plus intéressant. Vous avez un cadre de vie qui est quand même beaucoup plus avantageux, beaucoup plus agréable. Donc, à un moment donné, il faut contribuer. Il faut le give back. Et j'ai l'impression que ce give back-là, il n'est pas forcément bien vu de certaines personnes. Et c'est une erreur. Et c'est une erreur. Et les gens, en fait, veulent le beurre, l'argent du beurre et tac, tac, tac de la boulangère. Ouais. Ça va pas. Non, la boulangère, à un moment donné, elle va vous assommer. Exactement. Il faut pas trop jouer avec, c'est ça. Si tu avais un mot de la fin à donner à toutes les personnes qui veulent venir au Maroc, qui veulent monter leur entreprise ici au Maroc, et surtout, moi je dis toujours, parce que c'est mon audience, mes frères MRE, vraiment, moi c'est 80% des personnes qui me suivent qui sont des Marocains résidant à l'étranger, et c'est tout en mon honneur. Des personnes qui veulent revenir, contribuer pour leur pays, mais en ouvrant une société. Quel conseil tu leur donnerais vraiment Moi, je me suis toujours posé une question. Pourquoi le Maroc? Et je vais y répondre très simplement. Vous voyez, s'il y a de grosses entreprises qui viennent s'installer au Maroc, des multinationales, c'est qu'il y a du travail derrière. Si elles arrivent, c'est que derrière vous pouvez prétendre à travailler avec ces entreprises. Il y a des opportunités. Donc aujourd'hui, quand on voit des fonds d'investissement internationaux, des banques, des multinationales dans des secteurs divers et variés s'installer au Maroc, c'est qu'il y a une opportunité. On vous mâche le terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a des analystes qui ont fait des calculs, qui ont analysé le cadre et qui ont donné le feu vert pour investir au Maroc. Donc automatiquement, lorsque vous voyez ces grandes entreprises s'installer ici, c'est qu'il y a une opportunité à saisir et elle ne va pas forcément durer dans le temps. C'est-à-dire qu'on voit un schéma qui se répète dans certains pays qui ont vu une ascension fulgurante et au bout d'un moment, c'est plus possible d'investir dans ces pays-là parce que c'est devenu hors de portée. Donc aujourd'hui, tant que c'est encore possible de se faire une place au Maroc, tant qu'il y a encore tout à faire et tout à construire, je vous encourage vivement à venir parce qu'il y a un avenir et il y a un marché à prendre. Et le Maroc a besoin de ses compétences, a besoin de gens qui vont venir apporter de la valeur, pas seulement de l'argent. Je te remercie vraiment pour ce point d'éclaircissement. Je pense qu'il faudra qu'on fasse un autre épisode. Parce que je sais qu'après cet épisode, quand je vais le poster, les gens vont rafaler de questions
il faudra qu'on en fasse un autre. Et puis peut-être aussi que dans le prochain, on puisse inviter ton partenaire qui, lui, est expert comptable. Ça pourrait être très intéressant. Et pour la petite info, je suis en train de faire un partenariat avec eux, les amis, parce que évidemment, les personnes qui ont ce type d'expertise, moi, ça m'intéresse pour pouvoir offrir ça aux personnes que j'accompagne. Donc, toutes les personnes que j'accompagne, sachez que voilà, si vous cherchez un cabinet conseil en droit des affaires, c'est chez Mouad que je vais vous envoyer. Voilà. Avec plaisir, et j'espère qu'on aura l'occasion de faire plus de podcasts, parce que je pense que ton audition a beaucoup de questions, et moi, ça me ferait plaisir de leur répondre et d'essayer d'éclaircir un peu ce paysage-là, et de les inciter à venir, tout en sachant que voilà, ils seront accompagnés et qu'il y a la sécurité, il y a quelque chose de solide derrière. Je te remercie beaucoup, Mouad. Merci à toi. Je vous remercie aussi d'avoir regardé ce podcast. Petite publicité quand même avant de vous quitter. Toutes les personnes qui sont en Belgique, en France, en Suisse, qui en ont marre et qui n'arrêtent pas de se plaindre, si vous ne vous bougez pas, vous ne pourrez que pleurer sur votre propre sort. Ceux qui veulent bouger, ceux qui veulent revenir dans leur pays d'origine, qui est le Maroc pour 80% des personnes qui me suivent, sachez que moi, j'ai un accompagnement marketing qui va vous aider à passer de l'idée de votre business à vos premiers résultats. C'est un accompagnement de 8 semaines. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien qui est en bio. J'ai une masterclass qui vous explique comment est-ce que j'ai mis en place moi ça pour moi. Et ceux qui sont intéressés, vous pourrez prendre un rendez-vous avec moi. Je vous dis merci les amis et à bientôt pour le prochain épisode.